Coucou les gens, j'espère que vous vous portez bien. On n'oublie pas, vu la situation actuelle, les bons petits réflexes. Et du coup, je me permets d'intervenir par rapport à la situation scolaire, puisque la plupart d'entre vous, en fait, vous êtes à la maison en train de charbonner ou de ne pas charbonner à cause des erreurs de serveur. Mais en tout cas, vous avez tous un principe de continuité scolaire à vérifier par rapport à l'apprentissage du bac blanc de français. Et pour le coup, cette vidéo, je la fais expressément pour Nohan du 5-7. Alors, je ne sais pas si tu es le 57e ou si tu viens du département 5-7. Mais en tout cas, Nohan, tu m'as demandé un tas de petites questions par rapport à la préparation pour demain, puisque tu passes ton bac blanc à distance avec 4 heures de temps qui seront minutées apparemment. Et donc, tu te demandais comment on fait le commentaire. Moi, je suis un peu en retard sur mes vidéos méthodo. Donc, c'est maintenant que je t'explique et que je réponds à toutes tes questions. Et comme ça sera un petit peu plus dynamique et un petit peu plus rapide et plus simple plutôt que les DM Twitter. Mais quoi qu'il en soit, souvenez-vous, hein, l'archiprof tient à tout prix à rester présent pour vous dans ce moment difficile, puisque là, vous êtes sans doute pour la plupart confinés et visiblement, ça va être encore plus dur et plus massif qu'en confinement d'ici demain. Je reste présent pour vous, vous n'hésitez pas, vous me consultez sur Twitter, vous me posez des questions et puis je ferai des petits formats comme ça. Et peut-être même qu'à la limite, si je découvre qu'il y en a un paquet qui ont les mêmes questions ou le même texte ou les mêmes commentaires à faire, j'organise des lives sur YouTube. En tout cas, pour maintenant, on va passer en mode nouvelle technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais le partage d'écran à 3, 3, 2, 1. Et ouais, c'est bon. Alors, donc, la première question, Nohan. La première question, Nohan, a été toute simple. Elle était par rapport à la mise en forme du commentaire et des parties. En gros, tu m'as demandé combien de paragraphes il fallait faire, sachant que tu misais sur deux grandes parties avec 3 sous-parties. Moi, j'ai eu un doute parce que je suis sûr de m'en faire, mais quand même, j'ai toujours le doute. C'est ça qui fait la qualité d'un bon scientifique. Donc, du coup, je suis allé vérifier quand même ce que je disais sur la question de l'organisation. Pour moi, en gros, une grande partie, ça va être 3 principaux paragraphes. Et par paragraphe, j'entends simplement le fait de passer à la ligne en faisant un alinéa. Donc en gros, tu sautes des lignes entre l'introduction et la première grande partie, puis entre la première grande partie et la seconde grande partie. On va aborder la question de la transition plus précisément. Et tu sauteras enfin encore une ligne entre la deuxième grande partie et la conclusion. Sauf si bien sûr tu fais 3 grandes parties. Alors, je te montre un exemple. C'est une excellente copie qui a eu 17 sur 20. C'est l'une de mes élèves. Je vous demande de ne pas regarder parce que quand même, je ne vais pas demander autorisation. Mais on est dans l'urgence. Hein, c'est l'état d'urgence, coronavirus, etc. On m'excusera. Hein. Alors, si tu regardes donc ici, qu'est-ce que tu peux voir? Tu vois naturellement le bloc pour l'introduction. Cette introduction, ensuite, on va sauter une ligne pour amorcer la première grande partie dans un premier temps. Merci, les connecteurs logiques, n'oubliez pas, capital. En gros, il faut que votre examinateur soit capable de se repérer dans votre devoir. Donc, il faut vraiment bien marquer les étapes avec ces connecteurs. N'oubliez pas, hein, vraiment, dans un premier temps, ensuite, par ailleurs, cependant, etc., etc. Donc, ici, on peut voir ensuite qu'elle passe à la ligne avec l'alinéa pour la seconde petite partie du grand 1. Et à nouveau, pour la troisième sous-partie du grand 1, un passage à la ligne avec alinéa. Maintenant, la question de la transition, tu vas la voir ici. Vous remarquez cette espèce de paragraphe isolé avec des sauts de ligne. Donc, c'est la fameuse transition. Alors, cela dit, il y a différentes écoles. Je sais qu'il y a des professeurs qui réclament que la transition soit vraiment isolée entre les deux parties. Moi, personnellement, durant ma scolarité, on m'a toujours appris à mettre la transition comme le premier paragraphe de la nouvelle partie. Bon, là, par prudence, je préfère vous dire que vous faites une transition isolée. Ensuite, on va avoir donc une petite amorce pour la seconde grande partie qui est isolée par un saut de ligne, puisque vous voyez donc la première sous-partie avec l'alinéa. D'accord? Et voilà pour ces questions-là. Donc en gros,
Ensuite, vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Dès qu'on passe à un nouvel argument, c'est-à-dire dès qu'on change de sous-partie, on fait l'alinéa et le passage à la ligne. Je suis sûr de mon fait, Nolan, ton prof ne fait pas son travail. La transition, toujours isolée, vous pouvez le voir. C'est un excellent devoir sur Montaigne, je vous le recommande vivement. Et enfin, donc, la conclusion avec le saut de ligne et puis l'alinéa. Vous faites des alinéas dès que vous sautez une ligne ou dès que vous passez à la ligne, d'accord? Et ensuite, vous ne sautez une ligne que entre l'introduction et les grandes parties et puis pour isoler les transitions. Voilà, d'accord? Alors, je me permets, tac, de l'écrire ici, puisqu'on a accès à tout le confort des nouvelles technologies. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de plan, on va dire le plan du commentaire. Vous avez l'introduction, d'accord? Dans l'introduction, on donne des informations pour initier la problématique. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas typiquement parler des dates de vie et de mort de l'auteur ou parler du mouvement auquel il appartient. Tout ce que vous devez dire doit être relié à la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous téléguider vers la problématique qui doit être à la fin de l'introduction. Et toutes les informations qui sont données avant, ce sont des informations à relier avec la problématique, hein. Donc en gros, tout ce que vous dites, si par exemple vous m'expliquez que Hugo est un romantique, il faut que dans l'introduction, dans la problématique, pardon, l'aspect romantique soit interrogé. Oh là là, le dit. D'accord? Que ça soit interrogé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être simplement, si vous avez par exemple quelque chose sur l'expression lyrique, forcément il va y avoir une sensibilité romantique au travers de cette expression lyrique. Donc ça peut intéresser votre problématique. Mais l'idée, c'est surtout ça, c'est de savoir économiser ces informations et les penser en lien avec la problématique. C'est le principe de l'introduction, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Ensuite, une fois que vous avez fait la problématique, n'oubliez pas, annoncer le plan. Annoncer le plan. Et le plan, vous devez le construire à partir de la problématique. Regardez, je vous donne un exemple. J'ai un texte des contemplations d'Hugo, bon, en poésie, et j'ai adopté comme problématique comment la contemplation de la nature, c'est une problématique type, hein, permet-elle au poète de forger une expression lyrique originale. C'est une très mauvaise problématique, hein, je l'avoue sans concession. Et donc maintenant, je dois construire mes grandes parties. Alors problème, hein, parce que a priori, on ne voit pas très bien où est-ce qu'on va aller chercher les termes. En gros, il faut que chaque élément de... En gros, il faut que chaque titre de grande partie constitue un élément de réponse par rapport à la problématique. Donc là, ma problématique, c'est la contemplation de la nature et l'expression lyrique. En gros, je vais d'emblée avoir une première grande partie qui va être la nature idéalisée. La nature idéalisée. Donc j'aborde un des aspects de la problématique. J'ai dit qu'il était question de contemplation de la nature. Ben, je vais expliquer en quoi dans ce texte on a de la contemplation de la nature. Bon, tout simple. Ensuite, on a l'expression lyrique. L'expression lyrique, c'est quoi? C'est l'expression des sentiments du poète avec le jeu lyrique. Bon, donc en gros, je vais dire la sensibilité du poète. Voilà, la sensibilité du poète. Et dans une dernière partie, imaginons, ou alors tout simplement je fais un plan en deux grandes parties, hein, mais sinon dans une dernière grande partie, on aurait pu avoir quelque chose du genre, voyons voir, l'harmonie universelle entre poète et nature. Ce qui est un classique du romantisme,
le mouvement. C'est-à-dire qu'au bout du bout, lorsque le poète a bien exprimé ses sentiments, qu'il a bien contemplé la nature, il a l'impression qu'il y a comme un écho entre ses sentiments et la nature, et donc il va avoir un sentiment d'harmonie universelle, d'harmonie cosmique. Et c'est souvent le cas chez Hugo. Donc en gros, c'est un plan qui est pas mal, hein, même si j'ai aucun texte derrière. Mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que moi, lorsque je pose cette question, comment la contemplation de la nature permet-elle au poète de forger une expression lyrique originale, j'ai mes deux notions, tac, et l'expression lyrique originale, et je me prends pas la tête. Si, je me prends la tête là. Voilà, et je me prends pas la tête. Je mets la nature ici en première partie, je mets l'expression lyrique ici, et puis là j'essaie de dépasser les deux. C'est toujours un peu compliqué, hein, la dernière partie. Mais voilà ce qu'on peut faire par rapport à la construction de plans. Et c'est ça que tu dois annoncer, c'est-à-dire cette chose ici que tu annonces à la fin de ton introduction. Si par exemple je devais faire une annonce très légère, je dirais tout d'abord, nous examinerons, nous examinerons comment le poète traite dans ce texte le thème de la nature au point de l'idéaliser. Puis, nous verrons qu'il ne manque toutefois pas, de transmettre ses émotions intimes au travers du vers. Enfin, conciliant ces deux perspectives, nous voyons que le poète accède à un sentiment d'harmonie universelle. J'arrive à écrire en regardant. Un sentiment d'harmonie universelle. Donc tu vois là, l'idée, elle est toute simple. Je fais des petites phrases où je remets les petites âmes, c'est tout. C'est ça, l'annonce de plan, ça va pas plus loin. Et puis donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe à la ligne, je saute une ligne, je fais mon petit alinéa et je démarre ma première grande partie. Vous avez le choix, vous pouvez faire une petite phrase d'amorce où vous allez tout simplement expliquer l'enjeu de la première grande partie à nouveau. Vous dites quelque chose comme dans un premier temps, nous pouvons voir que le poème s'attache à explorer le thème de la nature et invite le lecteur à en contempler l'image idéalisée. Voilà. Donc on fait cette petite amorce, on passe à la ligne et là on est dans la première sous-partie avec l'alinéa et avec le passage à la ligne. La première sous-partie, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait en fait pour trancher entre les différentes sous-parties? On a la nature idéalisée. On l'a ici, c'est l'enjeu de la première grande partie. Alors tout simplement, l'idée ça va être quoi? Te prends pas la tête, tu fais tout simple pour ton brouillon. Tu vas mettre nature. Notre questionnement, ça va être sur comment il idéalise la nature. Donc je vais mettre idéalisation égale 2. Idéalisation égale 3. Idéalisation égale. Ici, imaginons l'idéalisation, ça va être sous la forme de description améliorative. Description améliorative, c'est-à-dire qu'il dit à quel point c'est magnifique, joli, beau, etc. Il est sous le charme, il l'idéalise à mort. Bon. Ensuite, on va préciser, il idéalise tellement qu'il va la décrire sous la forme d'une personne avec des émotions, donc on va dire personnification de la nature. Imaginons qu'il fasse ça, hein. Personnification de la nature, ok? Et enfin, idéalisation, le dernier terme, ça va être, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en termes d'idéalisation?
Il personnifie la nature. Euh, il, euh, il parle du thème de la vie et de la force. Imaginons, hein, je pars vraiment dans un délire. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, c'est les trois manières d'idéaliser la nature dans ce poème. C'est ça que me permet de développer, de mettre en avant les sous-parties. La première grande partie, c'est la nature idéalisée. D'accord, ben, du coup, je réfléchis. Comment on idéalise la nature? Eh bien, Hugo, il faut qu'il idéalise la nature de trois manières différentes pour me faire mes trois sous-parties. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ton brouillon, tu pars pas n'importe comment. Tu fais ça de manière très carrée et tu me mets trois fois idéalisation et tu me cherches trois manières d'idéaliser, trois synonymes de cette idéalisation. L'idéalisation, c'est le mélioratif, c'est la personnification et c'est le thème de la vie. Voilà, c'est tout. C'est ces trois manières de donner une valeur positive et idéalisée à la nature. Voilà comment tu fais tes sous-parties. Imaginons maintenant, je continue avec la sensibilité du poète. Bon, bah c'est simple, hein. Là, vraiment, c'est ultra simple. Ça va être sensibilité, ben, c'est laquelle? Sensibilité de quoi par le temps? La sensibilité, ça peut être un bonheur absolu. Il est fou, Hugo. Là, tu vois, il se promène dans les pâquerettes. Là, il est tout fou. Sensibilité, ça peut aussi être, imaginons, euh, un lien amoureux. Imaginons qu'il commence à parler aux arbres et qu'il leur dit je t'adore, mon beau, viens là que je te caresse. Je pars dans un délire. Sensibilité, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme sensibilité? Ça peut être un sentiment de jeunesse renouvelée. Allez hop. Il a l'impression que c'est la cure de jouvence, comme on dit. Donc en gros, tu vois, on a dit qu'il exprimait sa sensibilité, ben on dit ok, en quoi il exprime sa sensibilité, quelles sont les manières d'exprimer sa sensibilité dans ce poème. Ça va être par exemple de faire valoir son bonheur, de faire valoir son amour, de faire valoir son sentiment de jeunesse. Voilà. Donc en gros, c'est des trois manières qu'il a d'exprimer sa sensibilité. Mais du coup, dans ton brouillon, une fois encore, tu me mets cette équation sensibilité égale, sensibilité égale, sensibilité égale. Quand ton brouillon il tient avec ce 3 fois égal, c'est que c'est bon en fait, c'est que c'est carré, c'est que ça marche, c'est que c'est logique. D'accord? Donc c'est comme ça que tu construis un plan. C'est-à-dire que tu pars vraiment pas dans 1000 idées à la fois, tu me prends l'un des mots de la grande partie et tu le développes en trouvant trois définitions différentes par rapport à ce mot. Idéalisation, trois manières d'idéaliser. Sensibilité, trois types de sensibilité. Basta. Et donc là, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors, je n'ai pas précisé pour la petite transition, hein. Imaginons que je fasse une transition ici. Je vais encore partir dans le délire. Mais le délire, ça a du bon. Donc j'ai ma petite transition là, tu vois, je l'ai un peu isolée. Et ma transition, il faut que je passe du thème de la vie et de la force à la sensibilité du poète avec l'idée de bonheur absolu. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bon, ben, je vais dire euh, dans ce poème, la nature est donc fortement idéalisée. Dans ce poème, la nature est donc fortement idéalisée. Au point de toucher les êtres, voilà, au point de toucher les êtres et de leur donner une force accrue, imaginant que ça soit l'idée générale à laquelle on aboutisse à la fin de cette première grande partie. Et maintenant, je fais mon lien, donc de lui donner une force accrue. À cet égard, quel beau connecteur logique quand même. À cet égard, je plaisante pas, il est vraiment bon parce qu'il donne un air précieux, intelligent et tout, alors qu'en fait, c'est bateau, ça veut dire à ce sujet. À cet égard, le poète n'est pas en reste. Alors ça, c'est une expression désuète, hein. Le poète n'est pas en reste, puisque sa sensibilité est décuplée, puisque sa sensibilité est décuplée, nourrissant un lyrisme vigoureux. Un peu nul, hein. Vigoureux, c'est un peu nul. Donc tu vois ce que c'est? En gros, j'ai la conclusion de ma première grande partie, j'ai l'idée de la seconde grande partie, il faut que je branche.
faut que je branche d'une manière ou d'une autre. Dis-toi qu'il y a mille manières de brancher. Ce qui compte, c'est pas la vérité ici, c'est l'imagination. D'accord? Tu peux faire des liens qui sont subtils, tu peux avoir des liens qui sont un petit peu pourris, mais l'idée, c'est vraiment juste que ça paraisse connecté. Ce travail-là, des transitions, des amorces, de l'introduction, c'est un travail qui vise uniquement à prendre par la main ton lecteur. C'est pas quelque chose pour dire la vérité du texte. C'est vraiment juste pour que ton lecteur puisse savoir où est-ce qu'il en est, comment se situer dans l'ensemble du devoir. Donc toi, tu es en train de lui montrer des panneaux de signalisation et tu lui dis, voilà, c'était ça la première grande partie, et ben maintenant on va là-bas, là, vers la deuxième grande partie. C'est tout. Donc en gros, il faut juste qu'il soit capable de se repérer. C'est pour ça que j'insiste sur les connecteurs logiques. C'est eux qui permettent vraiment de faire les couleurs rouge, vert, sortie, entrée, etc. C'est les connecteurs logiques. Donc c'est eux que tu vas travailler. Et puis donc la conclusion, je ne vais pas m'apesantir parce que c'est tout simple. La conclusion, en gros, tu résumes ce que tu as dit, tu sais résumer quand même, tu sais raconter une intrigue Netflix, donc tu sais résumer. Tu résumes ce que tu as dit, tu apportes, alors je vais quand même l'écrire, hein. Conclusion, un résumé de l'ensemble du commentaire. Ok. Ensuite, 2, on va avoir donc la réponse à la problématique. Et par réponse à la problématique, j'entends quelque chose de bête. Hein. Comment la contemplation de la nature permet-elle au poète de forger une expression lyrique originale? Je reprends les termes de la problématique. La contemplation de la nature par l'idéalisation qu'elle met en avant nourrit la sensibilité du poète qui s'en trouve comme agrandi au point d'éprouver un sentiment d'harmonie universelle. Où son âme touche à l'univers tout entier. Un peu répétitif. Donc un sentiment d'harmonie universelle où son âme où son âme touche au cosmos tout entier. Et le 3 de la conclusion, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture, il y en a 1000 possibilités. On peut avoir des ouvertures toutes faites. Ça peut être intéressant d'avoir un répertoire avec plein d'ouvertures. Bon, là, pour l'ouverture, vu qu'on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui ressemble à du romantisme, je vais dire ce genre de traitement de la nature au travers du lyrisme poétique est, à vrai dire, caractéristique du mouvement romantique et se prolonge au fil du XIXe siècle avec la figure du poète, avec la figure du prophète poétique, qui culmine avec Rimbaud et son projet du voyant, où la poésie devient expression du secret de l'univers. Je brade, hein, c'est-à-dire que je vais à toute vitesse, mais tu as les idées, je répète une fois encore par rapport à la conclusion, les 3 parties, le résumé de l'ensemble, la réponse à la problématique et l'ouverture. Ok? Et maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Du coup, je reprends ici, c'est par rapport au Pont Mirabeau. Alors, un autre texte, le Pont Mirabeau d'Apollinaire. Et du coup, il est question d'une rupture amoureuse, donc je parle de sensibilité lyrique amoureuse. Mon petit 1, ça va être sensibilité amour lyrique. Amour lyrique égale quoi?
thème de la rupture. C'est ça qui provoque l'émotion, qui amène le poète à chercher une forme d'expression lyrique. Voilà, donc ça c'est de petit 1. Et je vais amorcer mon analyse avec donc la phrase d'introduction pour l'ensemble de la sous-partie. Donc, l'amour se présente sous l'aspect dramatique de la rupture malheureuse. Je fais hyper simple. Ensuite, je fais mon exemple avec la citation. Donc, ainsi, on peut lire au vers, je crois que c'est le 7, mais je ne suis pas bien sûr. Sous le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? J'ai une petite erreur. Tac, tac, voilà. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Je fais ma citation et donc maintenant, le troisième temps, le ciblage. Ici, on peut constater que l'isolement de nos amours s'explique par la rupture de l'alexandrin divisé. Alors en alexandrin, c'est un vers de 12 temps. Je vais te préciser pour qu'on soit sûr de comprendre. 12 temps divisé en... Excusez-moi. De 12 temps, alors, et nos amours divisé en tétramètres. Voyons voir. Et nos amours, oui, c'est ça, en tétramètres. Donc c'est du 4 temps. Et octosyllabes. Et donc le octosyllabe, c'est du 8 ans. Peut-être que je fais une erreur. Faut-il qu'il m'en souvienne? Bah non, c'est du... Oula. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Ah, c'est un décasyllabe. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Oula, je me suis trompé, pardonnez-moi. C'est un décasyllabe, la rupture du décasyllabe. Comme quoi, il faut toujours compter les temps. Hein. Divisé 1 est en octosyllabe et pas du tout en octosyllabe. Hein. En hexasyllabe de 6 temps. Donc ça, c'était le ciblage. J'ai précisé le truc que je voulais bien montrer en termes grammatical ou métrique ou autre. Et maintenant, je vais interpréter l'interprétation. Cette rupture rythmique au niveau du vers est mimétique de la rupture sentimentale. L'isolement de nos amours au milieu de la strophe renvoie à l'isolement du poète solitaire sur le pont Mirabeau. Quelle belle phrase. Voilà. Noan 5.7, voilà, là je t'ai fait la totale, c'est-à-dire que je t'ai montré la mise en forme, je t'ai montré la construction de plans, je t'ai montré la problématique, je t'ai montré ensuite la conclusion, et maintenant je suis rentré dans l'interprétation. En gros, une sous-partie, ça va être un exemple comme ça, peut-être 2, pas forcément plus, hein, il faut que ça soit équilibré, et c'est tout. Et c'est absolument tout. Donc tu vois, le commentaire, c'est super simple. Je crois que j'en ai terminé avec l'écran. Je suis désolé de la forme, j'aime pas faire un travail qui soit pas de qualité. Et là, on va pas se mentir quand même, c'est souillon. Je suis souillon. Mais là, tu auras l'ensemble des informations pour réussir demain. Donc regarde bien la vidéo. Si tu as des questions, bien sûr, tu me les poses sur Twitter. J'essaierai de répondre à temps. Et pour le reste, je vous invite tous
à m'envoyer vos questions sur Twitter. Je pourrais faire des vidéos de ce type à toute vitesse pour vous les balancer avant les épreuves. Et dans tous les cas, si vraiment je vois qu'il y a une forte demande, j'organise des cours sur Internet, sur le live YouTube. Et tu verras que la continuité pédagogique, elle arrivera sans problème, corona ou pas. Voilà. En espérant que je tombe pas malade. Toi non plus. Surveille-toi et surveille tes proches. Faites bien attention. Pensez à tout désinfecter à la maison. Désinfecter les semelles de chaussures, par exemple, c'est important. Ou bien vous les laissez dans le couloir. Et vous pensez à vous laver les mains le plus souvent possible. Et vous lavez les mains, c'est pas forcément parce que vous êtes allé aux toilettes ou dehors. Vous lavez les mains quand vous avez l'occasion. Ça ne coûte rien, mais ça sert énormément. Voilà, l'archiprof te souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter de taper dans mon micro, ça sera bien pour tes oreilles. En attendant, je suis toujours dispo pour répondre à tes questions. Dis-toi que isolement, confinement ou quoi, t'es pas seul, je suis là pour toi. Allez, bonne soirée. Et je te dis merde pour demain, Nohan.